Mamadou et Élise parce que ils incarnent la détermination, la motivation, le courage. Et je voudrais absolument dire que pour un Mamadou et une Élise, vous avez des millions de personnes qui ne font rien. Et pour des raisons totalement compréhensibles et sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Leur combat, il s'inscrit dans un long combat, c'est celui de l'égalité, hein, quelle que soit la latitude, la longitude, la période de l'histoire, quel que soit le critère de discrimination, c'est un combat qui s'inscrit dans un combat particulièrement digne dans l'histoire tout simplement de l'humanité. Alors, il s'agit d'un dossier de discrimination raciale. Et je pense qu'il faut utiliser le mot parce que l'État français a été condamné à plusieurs reprises pour discrimination raciale. Je ne vais pas non plus aborder les croyances qu'on a tous, surtout quand on bénéficie de l'état de droit et de la démocratie. C'est que c'est quelque chose qui ne touche pas la discrimination, beaucoup d'entre nous. Et donc, encore une fois, l'histoire de Mamadou et d'Élise, elle est emblématique, même si elle est quand même invisible et incompréhensible pour une grande partie d'entre nous. Le contrôle d'identité en France, c'est mon constat. C'est le constat, il y a de nombreux sociologues ici, j'en suis vraiment très heureux parce que l'importance des sciences sociales pour la prise de conscience, y compris des citoyens et également des avocats, est essentielle, à mon avis, pour des positions politiques. Et très clairement, moi, mon constat, c'est que le contrôle d'identité, comme d'ailleurs le voile pour les femmes, c'est une façon de dire, pour paraphraser Martin Luther King, c'est une façon de garder à leur place une partie de la population. Il faut qu'elle reste à leur place. L'égalité, ça se proclame, mais quand il s'agit de la vivre, c'est beaucoup plus compliqué. Et je voudrais, c'est mon propos introductif, le temps avançant, la période politique dans laquelle nous vivons, m'amène à considérer qu'en réalité, le contrôle, alors dit de routine pour les policiers, dont vous avez rappelé quand même le caractère massif, 32 millions de contrôles par an de routine qui touchent pratiquement pas la population, sauf de façon très importante une partie, et notamment de mineurs et de jeunes majeurs, c'est la préfiguration en réalité, dans un cadre républicain démocratique, de la préférence nationale. Parce qu'il se joue beaucoup de choses à l'occasion d'un contrôle d'identité, et Mamadou nous l'a rappelé, en réalité le contrôle d'identité, dont on parlera, est plus qu'un contrôle d'identité, à tel point d'ailleurs que quelquefois, et même souvent, il n'y a pas du tout de contrôle d'identité au sens technique. Donc c'est quand même la signification par un service public de l'État censé protéger je vais le résumer, je vais pas prendre de gants, je te contrôle parce que t'es pas totalement français, ou t'es pas français. Et je vais te le signifier à l'occasion d'un acte assez scandaleux. Ce d'autant plus que, en France, nous n'avons pas de politique publique contre les discriminations raciales. Ce qui veut dire en creux, vu les chiffres, qu'on a une politique publique de contrôle d'identité dit de routine par les policiers, mais les sociologues vous le diront, il s'agit en réalité, dans la vraie vie, de contrôle au faciès. Et je pense que c'est là réside l'un des succès de l'extrême droite dans ce pays, parce que en réalité, on est totalement tolérant à l'égard de la discrimination raciale dans ce pays, et notamment dans l'interaction avec les policiers. Alors, vous ne m'avez pas invité pour faire une introduction ou d'analyser les choses de façon politique, mais je tenais à le partager parce que c'est vraiment, au regard de la situation politique, c'est quelque chose que j'entends partager avec vous. Alors, plus techniquement, ce combat mené par Mamadou et Élise, assez extraordinaire, il s'inscrit en réalité dans une histoire qui a commencé avec le fameux combat sur les contrôles au faciès, qui est un dossier de 13 jeunes Français d'origine maghrébine et noirs ou perçus comme tels, qui a son point de départ par une enquête réalisée notamment par mon voisin de gauche, et qui a été très popularisée et qui n'a pas amené de changement social. C'est la raison pour laquelle il y a eu un combat judiciaire, qui n'est pas un combat pénal, parce qu'on parle de plainte, mais
je ne vais pas développer, mais pour plein de raisons, ça a été un combat civil, pour des raisons d'aménagement de la charge de la preuve, de difficulté de contrôler les contrôles policiers. Donc on a fait un contentieux qui a amené à la condamnation de l'État confirmée par la Cour de cassation en novembre 2016, et au cours duquel on a eu la malchance d'avoir un défendeur qui s'appelle l'État français, qui a dit pendant ce contentieux que, les policiers n'avaient pas respecté les principes d'égalité et de non-discrimination. Ils devaient juste respecter les dispositions de l'article 78-2 du Code du procédure pénale. Alors, au regard de l'histoire de ce pays et notamment de sa police, c'était quand même assez audacieux pour ne pas être plus déplaisant. Un peu plus tard, après l'intervention du défenseur des droits, quand même, on a eu un autre type de défense, et certains le savent, et moi je suis toujours ému de le dire parce que je suis un enfant de la République, c'est qu'il était normal de contrôler 3 personnes noires parce qu'il y avait une suspicion qu'il s'agisse d'étrangers sans papier. Alors, vraiment, j'ai vraiment du mal à vous dire ça, je suis avocat, je suis censé me retenir, mais je suis très souvent ému parce que ça ne passe pas, ça ne peut pas passer. Hein, je suis avocat à Mayotte, à Guyane, à La Réunion. Comment peut-on dire ça? Il faut vraiment vivre dans son mètre carré au centre de Paris et de ne pas être exposé pour dire ce genre de choses. Et pourtant, c'est ce qu'a dit l'État français au plus haut niveau devant la Cour de cassation. Donc là, ça pose un problème qu'a parfaitement rappelé Mamadou, c'est celui du droit. Alors moi, je pense que celui qui produit le droit, en réalité, il pense à lui. C'est-à-dire que le droit de Mamadou, c'est pas un droit sérieux. Voilà. Mamadou, il n'est pas très, très important. Et puis, je vais même le dire, je ne cesse de le dire, et ça ne change pas, pour pointer les problématiques de discrimination systémique, même les juridictions qui nous donnent raison, et heureusement, vous regardez les décisions sur les contrôles aux faciès de 2016 sur Internet, vous avez un abstract, c'est-à-dire un résumé des décisions, et l'abstract qui concerne les contentieux des contrôles aux faciès est classé dans la catégorie droit des étrangers. Aujourd'hui, vous faites cette vérification alors que Mamadou, tous ses copains sont français. Même la Cour de cassation catégorise en droit des étrangers. Voilà. Ça, c'est pour la Cour de cassation. Le dossier de Mamadou et d'Élise, il est fondamental parce que, au-delà de la condamnation de l'État dans les contrôles aux faciès, il vient dire quelque chose de très puissant qui a été repris par la CEDH tout dernièrement. C'est que, à partir du moment où les autorités sont informées qu'il y a un contrôle aux faciès, elles doivent diligenter immédiatement une enquête. Parce que, pour reprendre les termes de la CEDH, la discrimination raciale, c'est odieux. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle nous avons une Convention européenne des droits de l'homme. Le troisième contentieux, on y a fait un peu référence tout à l'heure, mais je crois qu'Omer et Bénédicte vont en parler, c'est l'action de groupe devant le Conseil d'État qui a reconnu le caractère général des contrôles aux faciès, sans aller jusqu'à dire que c'est systémique, et en renvoyant dans les cordes le ministère de l'Intérieur quand il dit bah oui ça existe mais de façon individuelle. Là, effectivement, le Conseil d'État, après la Cour de cassation, le Conseil d'État dit oui, il y a des contrôles aux faciès en France, d'où l'importance de votre proposition, même si on connaît à peu près le résultat, c'est que le Conseil d'État a dit, pour ne pas véritablement statuer, il a renvoyé vers le législateur. Donc c'est votre boulot en réalité. Le quatrième dossier, je vais aller très très vite, il est devant la CEDH, c'est les dossiers qu'on a perdus à la Cour de cassation et qui sont devant la CEDH. Et puis il y a un cinquième dossier avec 2 têtes qui est devant les Nations Unies, c'est-à-dire que le dossier de Mamadou et d'Élise, en réalité, il prospère lui au niveau européen et au niveau international avec l'idée, parce que c'est comme ça qu'ils sont aussi, et c'était très clair dès notre première réunion, c'est qu'il faut que leur dossier, il serve à tout le monde, y compris en dehors des frontières.
Donc il y a une requête devant le comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Et tout récemment, je vous invite à aller regarder les recommandations du comité contre la torture qui critique la France sur le profilage ethnique réalisé par sa police. Voilà. Alors, je vais terminer par un troisième point. Le contrôle d'identité, pour moi, c'est la porte d'entrée sur 3 thèmes essentiels. 1, la violence. 2, la remise en cause de l'état de droit, de la démocratie et de nos droits fondamentaux. Et 3, c'est l'un des outils parmi d'autres. Et je voudrais juste dire un mot sur le nouvel outil du profilage ethnique réalisé par la police dans ce pays. Alors, Mamadou était déjà grand quand il avait 18 ans. Il avait ses copains, il avait, pardonne-moi Élise, mais il avait une professeure totalement extraordinaire, ce qui fait qu'ils n'ont pas vécu le total package du contrôle d'identité. Il l'a vécu par ailleurs, avant et après. Je voudrais le dire parce que on a vu que le contrôle d'identité peut ne pas être un contrôle d'identité au sens technique, mais c'est souvent un package, c'est le contrôle à la française. Ça implique des palpations, des fouilles, quelquefois des agressions sexuelles. Les palpations, on touche les parties et c'est l'occasion, on l'a vu dans un dossier dans le 12e arrondissement de Paris, on humilie des mineurs en faisant référence à leur homophobie prétendue à un âge de 12-13 ans. Il y a des propos injurieux, il y a des propos racistes, il y a des humiliations et quelquefois, on le sait, il y a la mort. Voilà, c'est donc une atteinte fondamentale à la dignité humaine, c'est la réification, la chosification, la déshumanisation d'une partie de notre jeunesse. La deuxième porte d'entrée, c'est donc le nouvel outil. Et là, je voudrais faire référence à un apport du dossier du 12e arrondissement de Paris qui concernait des violences sur des dizaines et des dizaines de gamins, mais 18 ont eu le courage de déposer plainte au pénal. Et on a été informé grâce à ce dossier de la catégorisation dans les mains courantes policières d'indésirables. Il y a une catégorie d'actions qui s'appelle les indésirables. Alors historiquement, c'est une notion, moi je n'avais pas connaissance, mais c'est une vieille notion que les sociologues peut-être évoqueront tout à l'heure, mais qui a concerné toujours des populations minoritaires, les vagabonds, les juifs d'Europe centrale dans les années 30, les Français musulmans et aujourd'hui la jeunesse ou une partie de la jeunesse française. Et là je voudrais, parce que je m'approche de la fin, il y a un rapport qui est sorti sponsorisé par le défenseur des droits et je crois Sciences Po, qui s'appelle la gestion des indésirables par la police parisienne. Voilà. Les catégorisations interdites existent au plus haut niveau, donc dans la police française. Troisième point, j'en suis absolument convaincu, le contrôle d'identité, le contrôle au faciès, c'est la porte d'entrée, c'est la clé pour comprendre ce qui nous arrive. En termes de déclin démocratique et d'abaissement de l'état de droit. Encore une fois, et je vais pas rappeler les textes, mais il y a un interdit absolu de la discrimination raciale. Pourquoi il n'y a pas de politique publique en France ? Je vais pas l'aborder, mais bon, le déni qu'on ne cesse de rappeler, il est lié à l'ignorance, beaucoup, et notamment de notre classe politique, le cynisme, la culpabilité. J'en suis absolument convaincu, j'aimerais qu'on prouve le contraire, c'est que là, vraiment, on a une préfiguration de ce qu'est, dans le cadre républicain, de la préférence nationale. Parce que c'est bien évidemment ce qui ressort le plus du besoin de contrôle d'identité. Il y a une population, surtout jeune, qui est suspicieuse, mais qui a toujours à peu près les mêmes caractéristiques de couleur, de religion ou de quartier. Donc en réalité, on est dans un moment, on le voit notamment sur le voile, où à la discrimination factuelle aujourd'hui, il y a une évolution vers la discrimination juridique, de poser dans la loi la discrimination
On le voit bien notamment aux États-Unis et on le voit dans certains projets politiques. Voilà ce qui nous pend au nez. Je voudrais juste partager quelque chose qui a été une vraie souffrance pour beaucoup de proches, beaucoup d'amis. C'est la position qui a été exprimée par l'ancien ministre de l'Intérieur quand il a quitté Beauvau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son speech. Il a expliqué combien ça avait été difficile pour lui, son évolution politique, parce que c'est difficile de s'appeler Moussa Darmanin. Et je suis absolument surpris que cela n'ait pas été repris, ni politiquement, ni médiatiquement, parce que c'est quand même le ministre qui a géré le Beauvau après les violences subies par Hitler. On devait un peu mettre les choses à plat. On en ressort avec une police, ou en tout cas une légitimation encore plus forte des contrôles d'identité, de la violence policière. Et cet homme-là, et là c'est pas de l'ignorance, là c'est du cynisme pur, n'hésite pas à nous dire que c'est compliqué pour lui en raison des discriminations raciales. Voilà, je suis désolé si j'ai peut-être écorché quelques oreilles ou cœurs, mais voilà, je voulais vous dire, vu l'opportunité, ce que j'ai constaté empiriquement grâce à Mamadou et Élise, et merci encore une fois de travailler sur le thème. Il y a quelques propos sur lesquels on reviendra parce qu'ils méritent qu'on s'y attarde. Bénédicte Jeanneraud et Omer Mas-Capitolin, donc vous avez une expérience très concrète au sein de votre association des contrôles d'identité et je crois que vous allez nous en faire part. Bonjour et merci beaucoup d'organiser ce colloque, ce débat sur un thème aussi important qui mobilise nos organisations depuis des années, avec Slim bien sûr et avec l'appui aussi du travail de recherche qui ont été faits par des travaux de recherche très importants qui ont été faits aussi par vous, Fabien Jobard. Donc moi, je suis Bénédicte Jeanneraud et je suis directrice en France de Human Rights Watch, qui est une des organisations qui a lancé l'action de groupe devant le Conseil d'État en 2021. Je vais juste reprendre un petit peu pourquoi on en est arrivé là. C'est aussi pour rebondir sur tout ce que disait Slim. En fait, nos organisations, elles sont engagées dans la documentation des contrôles d'identité discriminatoire par la police française depuis des années et je pense qu'on a à peu près mené toutes les formes de combat que l'on pouvait à travers une documentation très méticuleuse de la pratique par la police française, des actions de plaidoyer en direction des différents gouvernements, en direction des candidats à l'élection présidentielle, en direction des différentes assemblées et des élus. Et en fait, le constat que nous avons fait après toutes ces années-là, on travaille sur le sujet. Alors, je parle pas de tous les activistes qui sont engagés depuis des décennies, on va dire, sur le sujet. Human Rights Watch et les différentes organisations, notamment Open Society Justice, qui ont participé à l'action de groupe, ont commencé à faire des publications très développées, très importantes sur la question de cette pratique discriminatoire depuis les années 2010. Et le constat que nous avons fait, c'est que malgré cette documentation, malgré la disponibilité aussi d'un rapport qui a été très important du Défenseur des droits, qui a publié en 2016, qui a démontré en 2016 le fait que les jeunes hommes noirs et arabes ou perçus comme tels étaient surciblés par les contrôles d'identité. Malgré tout ça, en fait, nous ne sommes pas arrivés à faire avancer le sujet et malgré aussi les condamnations dont parlait Slim, qui sont très importantes, l'État a été condamné en cour de cassation, confirmé en cour d'appel. Les Nations Unies ont fait aussi beaucoup de rapports et de rappels à la France à ses obligations nationales et internationales pour interdire les discriminations. Donc malgré tout cela, on a fait le constat que le sujet n'avançait pas, que on n'était pas parvenu à obtenir un changement de fond, enfin de politique de l'État français sur ce sujet. Et donc on a engagé cette première action de groupe en 2021. Donc on l'a commencé bien en amont parce que c'est une action qui demande énormément de préparation et de travail pour aboutir finalement à la saisie du Conseil d'État en 2021. Et donc nos 6 organisations qui sont le MCDS d'Omer, Réagit,
Open Society, Pas à Pas, d'Issa Coulibaly, Amnesty International France et Human Rights Watch. Donc tous les 6, nous avons travaillé avec notre avocat, Maître Antoine Lioncan, à l'élaboration d'un mémoire qui est un très gros document qui démontre en fait plusieurs choses. Alors qui dit d'abord de manière très basique que la discrimination est comme tu le disais Slim, est profondément, enfin est une violation flagrante du droit national et du droit international. Donc il fallait le redire manifestement puisque ça n'était pas évident pour les différents gouvernements successifs qui ont laissé se perpétuer cette discrimination. Donc redire en fait le droit et faire toute une démonstration, et ça a sans doute été la partie la plus intense de notre travail, en quoi cette pratique policière constitue une discrimination systémique et généralisée. Il ne s'agit pas, comme le prétend le gouvernement français, d'une pratique qui relève de comportements individuels, mais bien d'une pratique généralisée qui constitue une discrimination systémique. Et c'était très important, c'était une des raisons de notre action de groupe devant le Conseil d'État, c'était de faire reconnaître l'aspect systémique de cette discrimination et par conséquent d'enjoindre l'État à la faire cesser en vertu de ses différentes obligations nationales et internationales. Voilà, donc le cas a été porté au Conseil d'État en juillet 2021 et en 2023, fin 2023. Donc tout ça, en fait, je donne les dates parce que ça donne aussi une indication sur la longueur de ces procédures. Il y a beaucoup de travail en amont et la procédure a duré là pratiquement 2 ans avant que le Conseil d'État ne se positionne. Je regarde juste mes notes parce qu'en fait, la décision du Conseil d'État est à la fois importante et très insuffisante. Elle est importante parce que la plus haute juridiction administrative française reconnaît l'existence des discriminations à travers les contrôles d'identité, reconnaît qu'il ne s'agit pas d'une pratique qui se limite à des cas isolés. Elle indique de manière très claire que ces contrôles d'identité constituent une méconnaissance caractérisée de l'interdiction des pratiques discriminatoires. Donc tout ça, en fait, ce sont des mots qui sont importants, que nos différentes organisations attendaient. Mais, alors, il y a 2 grands mais, c'est que le Conseil d'État ne reconnaît pas l'aspect systémique de cette discrimination, et surtout, en fait, ce qui a provoqué une immense déception et une grande incompréhension de la part de nos organisations, c'est que malgré le fait que cette plus haute juridiction administrative reconnaisse l'existence des contrôles d'identité qui ne se limitent pas à des cas isolés, s'abstient en fait d'enjoindre l'État de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ces discriminations illégales. Donc ça, c'est la grande déception de cette décision. Et comme le disait Slim, en fait, le Conseil d'État se défausse, on peut dire, sur les autorités françaises et sur le législateur en disant qu'il ne relève pas de sa compétence de changer la loi. Donc voilà, je sais pas si tu veux prendre le relais ou si juste pour dire en fait que pour nous ça a été une étape très importante de porter ce cas-là. C'est un cas qui fait date, c'est d'abord parce que c'était la première fois qu'il y avait une action de groupe qui s'attaquait à des discriminations en dehors de discrimination au travail. On s'est appuyé pour cette action de groupe sur une loi qui était innovante, qui a été adoptée en 2016 et qui donnait la possibilité, enfin qui offrait en fait cet outil juridique pour porter des actions de groupe devant les juridictions françaises. Donc voilà, ça a fédéré, je pense, encore plus le travail qu'on mène depuis des années entre nos différentes organisations. Et je crois en fait que le fait d'avoir produit aussi tant de connaissances et d'argumentation sur l'aspect systémique des discriminations, sur le fait que les discriminations policières sont évidemment
des violations extrêmement graves du droit international des droits humains. Ça fournit une base pour aller plus loin. Donc, qu'est-ce que c'est le plus loin? Maintenant, on se tourne, comme tu le disais, Slim, vers les instances internationales. En fait, l'idée de notre travail, c'est de se dire, on utilise toutes les voies possibles qui nous sont données par le droit, que ce soit les juridictions nationales ou les instances internationales. Et donc là, nos organisations, avec toi, Omer, et peut-être que tu en diras un mot, on a saisi le CERD, qui est le Comité des Nations Unies pour l'élimination du racisme et des discriminations. Donc on a déposé une plainte l'année dernière, et on a saisi aussi un autre mécanisme qui s'appelle EMLER, qui est aussi un mécanisme qui a été mis en place aux Nations Unies après le meurtre de George Floyd, et qui a un groupe d'experts en fait qui travaillent sur la question des discriminations et des violences policières dans un cadre discriminatoire. Donc voilà, donc le combat n'est évidemment pas terminé. On a encore voilà ces différentes voies que nous activons collectivement. Une autre voix qu'on va écouter, c'est celle de Omer Mascapitolin. Ouais. Oui, bonjour à toutes et tous, merci. Pour être en complément, donc Omer Mascapitolin, donc j'ai créé la MCDS suite à un contrôle que j'ai eu sur mon lieu de travail, où j'ai eu droit à la fameuse clé qui est à l'origine de pas mal de morts dans ce pays, puisque on est dans une configuration où les morts des mains de la police, on les compte pas, on les additionne. Et donc voilà, et je voulais pas avoir ce sentiment de haine, puisque je sentais qu'il y avait quelque chose de pas naturel qui s'était implanté, qui s'implantait, sur lequel je voulais lutter. Donc j'ai créé cet assaut pour pouvoir lutter, pas avoir la haine, et puis faire sur moi-même un travail de résilience. Donc voilà le contexte dans lequel la MCDS a été créée. Pour revenir à la question qui était posée, donc après des multiples effectivement procès où l'État français a été condamné pour faute lourde, où on reconnaissait ces formes de discrimination, après tout le travail qu'on est allé faire aussi auprès de nos représentants élus pour tenter de faire bouger les choses, où là on se retrouve systématiquement en face, je dirais, ou du mépris, ou du déni, ou pas de considération, ou voilà. Donc à un moment donné, on s'est dit, et puis même en allant voir ces représentants élus, souvent l'argument, c'est oui, mais vous allez saper les bases de la République, vous êtes des anti-flics, bref. Et étant coincé, et puis essayant de trouver une stratégie, puisque par ailleurs, je suis agent communautaire et un ancien éducateur, donc je travaille au contact de jeunes, en particulier dans les quartiers, et je voyais bien ce poison qui était là et sur lequel on n'avait pas de réponse à donner, et on pouvait anticiper aussi à un moment donné comment ça allait à un moment donné ressortir, comment ça pouvait exploser. Je veux dire, quand on a des jeunes en permanence qui sont humiliés, je crois qu'il y a un sociologue qui a même parlé de cérémonie de dégradation, parce qu'un contrôle d'identité, c'est ça, un contrôle d'identité. Donc il faut l'imaginer, je pense que beaucoup de gens ne l'ont jamais vécu, mais on vous arrête dans votre liberté de circulation, on vous stoppe, on vous coince contre un mur ou contre un rideau de fer, vous avez droit à une palpation, alors que la palpation, selon la loi, doit être exceptionnelle. Là, elle est systématique. Donc, quand vous êtes un jeune ado et vous commencez à découvrir votre corps, vous avez droit à tout type de réflexion. Il y a un rapport à la masculinité qui est assez insupportable aussi dans ce type d'interaction. Et bref, on s'est retrouvé un peu devant tout ça. À un moment donné, on s'est dit, bon, on se rendait compte qu'on n'était plus à lutter, mais on était à résister, puisqu'on entend souvent les gens dire « oui, mais l'État ne fait rien ». Mais en fait, l'État fait. Et si on est en face de ce genre de contexte et de situation, c'est que l'État fait. Et l'État, oui, on peut dire que l'État ne fait rien, parce que l'État est censé nous protéger, nous. L'État est censé faire en sorte que la concorde règne entre toutes les couches de la population, ce qui n'est pas le cas, puisque ces contrôles nous opposent. Ça nous oppose parce qu'on nous renvoie à une origine supposée, on nous renvoie à une religion supposée, et ce qui est assez emmerdant. Je me lève pas le matin en me disant je suis noir. C'est dans ces interactions
où je me retrouve, en tant que citoyen, en tant qu'enfant de la République, on se retrouve à aller chercher ou aller s'identifier à sa couleur de peau. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile, d'assez violent au quotidien. Et donc, oui, l'action de groupe, ça a été une des étapes. Mais aujourd'hui, et comme on vient de le dire, on voit bien que ça ne bouge pas. Ça n'a pas bougé. Et je dirais que ce soit dans les spectres politiques de ce pays, il n'y a pas une volonté réelle de faire changer les choses. Il y a, et ça c'est vraiment quelque chose d'assez dramatique pour nous, citoyens vivants dans ce pays. Donc aujourd'hui, on est amené à aller où? On est amené à aller aux Nations Unies pour demander à l'État français, pour demander à une institution internationale de demander à l'État français de prendre ses responsabilités et d'appliquer le droit. Par ailleurs, l'État français, qui est un pays parti de ces différentes conventions. Donc l'année dernière, au mois d'octobre, nous y sommes allés avec un jeune du 20e et une maman du 20e, aller défendre le bout de gras devant les Nations Unies. Ça ne bouge toujours pas. La France ne répond même pas aux recommandations, aux avis faits par ces instances institutionnelles. Il y a encore à peine 3 semaines, donc on a effectivement saisi le comité de lutte contre la torture, les comportements dégradants et inhumains des Nations Unies. Il vient d'avoir également de la part de ce comité des recommandations à vie. Il n'y a eu aucune prise de parole politique, ni de ceux qui sont en place, qui gouvernent, et ni ceux et celles qui sont dans les partis, qui sont dans les autres instances, que ce soit les élus des collectivités, députés ou autres. Personne, mais personne ne bouge. Et donc, et pourtant, la machine, elle continue, et elle continue, elle continue à aboyer. Et donc, on se rend compte aujourd'hui, par ailleurs, qu'il y a une volonté d'écrire et de produire des textes, des lois qui ont pour objectif de nous discriminer, qui ont pour objectif de faire en sorte que nous soyons des citoyens de seconde zone dans ce pays. C'est ça la réalité. Et le travail qu'on fait entre des petites assos comme les nôtres, qui ne touchons pas, qui n'avons pas de financement public par ailleurs, c'est toujours compliqué d'aller faire du contentieux stratégique contre l'État, tout en leur demandant des financements et tout en signant un pacte, pour pas citer le pacte républicain, qui vous, finalement, vous sape dès que vous n'êtes pas dans la doxa gouvernementale ou la doxa politique ou l'idéologie dominante du moment dans le pays. C'est ça la réalité. Donc, on va là. Et on n'a pas de moyens. Donc, de la coopération, et j'en profite pour remercier les camarades et les activistes des ONG et des avocats, là, on cite effectivement la loi de 2016 qui a permis cette action de groupe, mais la loi de 2016, en quelque sorte, bon, qui est un engagement, on peut le rappeler, de l'ancien président Hollande, fameux engagement numéro 30, je crois que c'est ça, dont on n'a pas vu véritablement les effets, puisque on sait que un ministre en place actuellement dans le gouvernement s'y est opposé très fortement, et ce qui fait que aujourd'hui les citoyens qui sont discriminés ne sont pas forcément en mesure d'utiliser le droit, même si on pense que le droit est là et qu'on pourrait l'utiliser. Il faut des moyens financiers, il faut trouver des avocats qui acceptent de travailler pro bono, il faut avoir des compétences pour faire du travail de plaidoyer, rédiger des rapports. Eh bien, tout ça, on n'a pas les moyens pour faire ça, quoi. Et on retrouve, et c'est pour ça que je dis que l'État, quelque part, est un agissant, pas simplement un acteur de la situation que nous, on vit. Quand je dis nous, personne non blanche dans ce pays. Il se trouve que je viens d'une île qui a intégré la République avant la Bretagne, qui est sur le continent. Mais on me renvoie toujours quand même à la question du degré de citoyenneté et de mon sentiment d'appartenance à la République. Et ça, c'est quelque chose qui est juste insupportable et inacceptable. Et c'est ça la réalité aujourd'hui de ce qu'on vit. Et je voudrais finir sur un élément qui est, puisque le contrôle d'identité, c'est un continuum. Hein.
Vous avez les outrages et rébellions, vous avez les refus d'obtempérer, et aujourd'hui, là, on est en face de quelque chose qui est assez insupportable. Et c'est pour ça que je dis, en tout cas, je ne considère pas être en situation de lutte, je considère être en situation de résistance. Et c'est là où on voit effectivement que l'État prend des mesures et qui sont justement, et là je voulais parler des amendes dont vous entendez parler, les amendes, ce fléau, je parle d'amende à distance, puisque le principe d'une amende, c'est qu'un policier croise un citoyen qui le voit en train de commettre un délit et lui applique une amende. Non, on ne parle pas de ça. On parle de jeunes qui sont régulièrement contrôlés, dont les policiers ont les coordonnées, et quand le commissaire demande à ce policier de faire ses quotas, on a très clairement, moi je travaille avec des policiers, on est pas souvent passé pour des anti-flics, mais moi je coopère, je travaille avec des policiers puisqu'ils font partie du problème et de la solution. Donc on doit discuter avec eux. Et ces mêmes policiers nous disent, ils ont des ordres, ce ne sont jamais des ordres écrits, bien évidemment. Aujourd'hui, tu vas me faire du rebeu entre 14 et 16 ans. Bref, le policier, il va sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va aller dans le fichier, il va trouver quelques noms, et hop, on a un gars qui va recevoir 3, 4, 5 amendes dans sa boîte aux lettres sans jamais avoir eu une interaction avec un policier. Et c'est ça la réalité. Dans le 20e à côté, on a des familles, on a une maman, 3 enfants mineurs, 56 000 euros. On a des gamins qui ont 14, 17 ans, qui sont à 20, 30 000 euros d'amende. Et l'État a prévu un principe de recours. C'est sauf que l'État a en même temps mis tous les mécanismes en place pour empêcher ce recours. Et de ce dont on parle là, et en particulier les amendes forfaitaires délictuelles, c'est un principe. Vous vivez dans le même pays que moi, on a eu effectivement pendant des années sur ces questions-là les montées en puissance de certains syndicats de policiers et qui en demandaient toujours plus, toujours plus, toujours plus. Aujourd'hui, l'État a donné la possibilité à un fonctionnaire de police de pouvoir arrêter, juger, condamner une personne dans l'espace public. Juste comme ça. Donc, l'égalité de droit, c'est volé en l'air. La proportionnalité de la peine, y est plus. L'accès au juge, y est plus. Et si vous voulez contester ces amendes-là, je donne un exemple simple, si vous avez 30 000 euros d'amende, vous voulez contester les 30 000 euros d'amende, il faut que vous gagiez ces 30 000 euros d'amende. Et le résultat aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez un gamin, dès qu'il prend un boulot, le trésor public lui tombe sur le poil, lui vide son compte. Vous avez un gamin aujourd'hui qui essaie de trouver un boulot, il faut qu'il puisse négocier avec un employeur pour être payé par chèque. Si c'est pas le cas, sinon ils ont des alertes sur leur téléphone. Dès que leur salaire arrive sur le compte, on le prend. Donc on a en même temps un État qui nous dit oui, mais bon, ce sont des pratiques et des mesures pour lutter contre la délinquance. Mais la réalité, c'est que l'État fabrique des délinquants. Puisque quand vous endettez, vous surendettez un individu, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il a des huissiers qui déboulent, on lui pique son argent, il n'a pas le droit au reste à vivre sous prétexte qu'il vit chez ses parents, mais il partage, il participe au loyer, il paye l'électricité, il fait des courses, il remplit le frigo. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Et ça, c'est juste pas supportable dans un pays qui se dit démocratique. Moi, je dis, bon, on peut pas imaginer une république en ayant ce type de pratique voulue par l'État. Vous savez, si vous les contestez auprès du juge à Rennes, parce que toutes les amendes remontent à Rennes, vous avez 3 juges à Rennes pour l'ensemble de l'Hexagone et du territoire d'outre-mer compris. Et en plus, c'est souvent des personnes qui vivent leur nomination à ce tribunal comme étant une promotion aux îles Kerguelen. Donc, vous voyez, c'est juste pas possible, quoi. Donc, la réalité, c'est ça aujourd'hui. Le contrôle d'identité, c'est pas juste un truc isolé. Non, c'est pas juste on se fait palper. Et si on n'a rien à se reprocher, comme disent beaucoup, eh ben, on l'a fait. Ben non. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Et je pense que, puisqu'on est dans cette maison qu'est le Sénat, bon, j'ai bien compris qu'il y avait peu d'espoir que les lignes bougent, vu la composition, la majorité, bref, mais en tout état de cause, et je crois qu'à un moment donné, par rapport à votre PPL, Madame la sénatrice, il est nécessaire de dire les choses, de poser les choses très clairement, puisque ne pas qualifier un mal,
c'est pas se donner les moyens réels et véritables de y apporter les solutions nécessaires pour changer les choses. Merci. Et ce que vous dites sur les amendes forfaitaires, ouais, on commence le combat au groupe socialiste, parce que Jérôme Durin travaille sur cette question des amendes forfaitaires et il prolongera ce combat aussi après. Je vais vous passer la parole, Fabien Jobard, parce que à la fois pour pouvoir réagir à ce qui a été dit et détailler tout ça par les études que vous avez vous-même menées sur ces questions de relations de population. Merci, Madame la sénatrice. Je me réjouis d'être parmi vous pour apporter un point en quelque sorte quantitatif ou statistique, sociologique sur les contrôles d'identité, parce que le chiffre effarant de 47 millions de contrôles annuels a été donné tout à l'heure. Il me semble que c'est la Cour des comptes qui a établi ces dizaines de millions de contrôles annuels. Donc, si on n'était jamais contrôlé qu'une seule fois en France, la moitié de la population serait donc contrôlée au moins une fois par an. Alors, il se trouve qu'on n'est pas contrôlé, que ceux qui sont contrôlés, une partie d'entre eux le sont beaucoup, et donc absorbent une large partie de ces 47 millions de contrôles, mais c'est tout à fait démesuré au regard notamment de la pratique des contrôles dans, par exemple, les pays européens qui nous entourent, dont le droit est beaucoup moins, je dirais, libéral, c'est-à-dire beaucoup plus restrictif en tout cas, quant à la faculté pour un policier de procéder à un contrôle d'identité. Notamment, on l'oublie souvent, notre droit et l'article 78.2 du Code de procédure pénale que votre proposition de loi s'amuse à triturer, à amender, à retourner, cet article définit le contrôle dit préventif, c'est-à-dire la faculté donnée aux officiers de police judiciaire, donc ou adjoints de police judiciaire, gendarmes ou policiers, de contrôler une personne, quel que soit son comportement, dans un espace donné, pour une durée donnée, ou bien s'il y a un soupçon que cette personne s'apprête à commettre un délit. Bon. Et donc on est vraiment, c'est ça la singularité, l'une des singularités françaises du contrôle. Sa singularité juridique, c'est ce cadre très peu restrictif qui est donné au contrôle. En Allemagne, par exemple, même si les lois sont un peu durcies ces derniers temps là, sur ce chapitre, en Allemagne, on ne peut pas procéder, sauf en Bavière, à des contrôles d'identité préventifs ou seulement sur des zones très restreintes. Et le contrôle d'identité n'est là-bas un débat relatif au contrôle des personnes qui prennent le train, parce que là, ce sont des compétences particulières de la police dite fédérale, etc. Bon, police aux frontières, en gros. Mais dans l'espace public, on n'est pas exposé aux contrôlés. Un collègue avait fait des enquêtes là-dessus, et Sébastien Rocher également, avec une équipe franco-allemande. Il montre que les policiers, pour exactement reprendre les termes de Mamadou tout à l'heure, s'interrogent sur l'opportunité d'un contrôle, puisqu'ils connaissent les gens. Et que par ailleurs, le contrôle, ça génère plein de paperasse. Il faut le justifier derrière, il faut faire un rapport, etc. Alors nous, évidemment, c'est précisément l'inverse. L'autre particularité des contrôles d'identité tels qu'ils sont définis par la loi, c'est que c'est un acte administratif. C'est un acte administratif même intrusif, puisque, comme ça vient d'être dit, on soustrait une personne à sa déambulation, à sa liberté d'aller venir, à l'espace public, pour, aux yeux du public, l'interroger sur les raisons qu'il a d'être là. C'est intrusif, surtout lorsque c'est complété par une palpation. C'est intrusif, c'est un acte administratif intrusif, il ne donne lieu à rien.
c'est tout à fait fascinant. Donc c'est vraiment ce cadre qu'il faut remettre en place. Et de ce point de vue, la façon dont vous introduisez des dispositions particulières qui encadrent le contrôle et qui assortissent sa pratique de diverses obligations pour les policiers me paraît pertinent. Cela étant dit, alors oui, les enquêtes, quelles enquêtes avons-nous faites? Donc Slim Benachour l'a évoqué. Nous avons au CESDIP, le centre du CNRS dans lequel je travaille, nous avons, mais il y a déjà une bonne quinzaine d'années, mené une enquête à l'époque assez onéreuse, si bien qu'elle a été financée par Open Justice Initiative. Qui consistait à voir ce que les policiers font, donc à les suivre à leur insu, à noter l'ensemble des contrôles qu'ils effectuent sans infraction préalable manifeste, hein, donc c'est ces contrôles préventifs. Mais surtout, on s'est attaché à savoir de quelle population concrète présente sur les lieux les personnes contrôlées étaient extraites. Un argument fort, pas seulement en France, hein, un argument fort des ministres de l'Intérieur, des policiers, c'est de dire mais nous on n'est pas payés pour faire du sondage aléatoire, on cible nos contrôles. Et puis par ailleurs, il y a des territoires sur lesquels on intervient et sur lesquels en fait il n'y a pas de blanc ou très peu dans l'espace public. Alors forcément, on n'a pas de blanc ou très peu chez les personnes qu'on contrôle. Donc ça c'est l'effet dénominateur en fait. On met au numérateur les personnes qui sont contrôlées, on met au dénominateur la population présente sur les lieux. Donc on a enregistré 525 contrôles et 32 000 personnes, je crois, selon leurs caractéristiques. Et ce dont on s'est rendu compte, et ça intéressera Élise Bocherel, qui revient de Bruxelles, c'est que, par exemple, à la sortie du Thalys, fait une partie, un de nos lieux, c'était la sortie du Thalys. La sortie du Thalys, les populations non blanches sont absolument minoritaires. Elles sont moins de 15% des personnes qui sortent du train. Et pourtant, elles sont surcontrôlées. Et puis, il y a effectivement des lieux, par exemple, le sous-sol Châtelet-Les Halles, où les populations les populations blanches sont minoritaires, mais elles sont elles aussi sous-contrôlées. C'est-à-dire, lorsque les minorités sont majoritaires, elles sont surcontrôlées. Lorsque les minorités sont effectivement minoritaires, elles sont surcontrôlées. C'est l'enseignement majeur de cette enquête. À propos de laquelle il faut rappeler que la préfecture de police, par la voix de son attaché de presse, qui était elle-même commissaire de police, avait dit qu'il s'agissait d'une étude incontestable. Bon, alors là, on s'est dit, une étude incontestable, il va y avoir un relais vers un aménagement de la manière dont on... bon, en fait, ça s'est pas passé comme ça, mais vous y êtes revenu. Alors, il y a un point quand même très important à souligner, c'est la question du sexe ou du genre. Nous, on avait pris 5 caractéristiques pour identifier les personnes. Le sexe apparent, évidemment, tout est apparent. L'origine apparente, on avait distingué 4 ou 5 groupes, l'accoutrement en 3 catégories, l'âge apparent, on avait distingué jeune, pas jeune, bon, et le type de sac porté. Bon. Ce qui est intéressant à Gare du Nord, par exemple, c'est que les gens qui ne portent pas de sac, on est dans une zone Vigipirate, hein, les gens qui ne portent pas de sac ont une probabilité supérieure à celles qui portent des sacs d'être contrôlés. Et je me souviens qu'un ministre des Transports avait déclaré
lors de la tentative d'attentat par un individu qui s'était enfermé dans les toilettes d'un TGV et y avait monté, en la sortant de son sac, un fusil mitrailleur. Il avait dit il faut absolument rendre obligatoire le contrôle des sacs à Gare du Nord. Et je m'étais dit, bah oui, effectivement, mais c'est quand même un peu idiot de pas y avoir pensé plus tôt, sachant que Vigipirate a été introduit, c'est une disposition introduite en 78. Deux variables ressortent, et c'est tout de même important. Alors une, vous l'avez évoqué, c'est la variable genre. Les hommes sont surcontrôlés, bien sûr. Mais l'autre, et c'est une variable beaucoup plus complexe à prendre en compte, qui est rarement prise en compte d'ailleurs dans les études américaines là-dessus, c'est l'accoutrement. On avait distingué habillé business, comme vous, monsieur le sénateur, moi aussi. Non, mais moi aussi, je me range dedans, je m'autodiscrimine. Habillé casual, on avait appelé ça en anglais, habillé un peu banal, quoi. Et puis habillé typiquement jeune. Alors typiquement jeune, c'était basket, survêt, casquette, divers éléments de l'accoutrement jeune. Et il est très difficile, sur la base de nos 525 contrôles, 525 c'est peut-être pas beaucoup, mais il est très difficile de savoir si l'accoutrement ou la couleur de peau est la plus déterminante des deux variables. Ce d'autant que je vous livre quand même une donnée, c'est que dans les populations disponibles, 2/3 des jeunes hommes habillés typiquement jeunes sont racisés. Noirs, arabes. Si bien que les policiers, s'ils contrôlaient les gens de dos, à l'accoutrement, commettraient des discriminations raciales. Alors c'est important, ça veut dire, on peut analyser ça de plein de manières. Une des manières d'analyser ça, c'est que l'accoutrement est une métonymie, c'est un signe de autre chose. Mais aussi on peut analyser ça d'une manière toute faciale. L'accoutrement, c'est le signe qu'il y a des jeunes hommes qui, parce qu'ils sont habillés comme ça, appellent une survigilance policière. Et il faut bien rappeler le fait que ce faciès dont on parle, c'est une expression intéressante parce qu'elle dit plein de choses, en même temps elle reste un peu floue. C'est un faciès racial, comme disent les Américains, c'est un faciès territorial, et c'est un faciès social. Et ça rappelle une des fonctions historiques de la police, puisque mon collègue Emmanuel Blanchard a été étudié, qui a été évoqué, qui a étudié les pratiques policières à Paris pendant la guerre d'Algérie. Une fonction historique de la police qui est de se situer sur les points de passage, de faire en quelque sorte le tri entre les territoires périphériques et les territoires du centre, entre les territoires de relégation, comme leur nom l'indique en français, c'est pratiquement banlieue, et les territoires où se concentre la richesse et la bourgeoisie. Et ces points de passage, ce sont les gares, ce sont les espaces pour lesquels, d'ailleurs, les procureurs établissent des réquisitions qui facilitent ces contrôles. Au passage, ayons quand même un mot pour l'appareil judiciaire, j'allais dire l'autorité judiciaire, le procureur, c'est pas exactement ça, mais l'appareil judiciaire. Parce que la plupart des policiers, ils effectuent des contrôles parce qu'on leur demande de le faire. Alors, vous me direz, c'est un jeu. D'ailleurs, j'ai vu que c'est effectivement par là que vous attaquez votre proposition de loi. C'est un jeu un peu compliqué. C'est-à-dire, le commissaire demande au procureur de bien vouloir faire établir une. C'est bien pour ça que vous avez voulu modifier cette disposition. Mais il n'empêche, on peut aussi en appeler à la responsabilité des procureurs dans leur mission de direction de la police judiciaire, parce que tout préventif qu'il soit, eh bien, ces contrôles sont effectués par des officiers ou des agents de police judiciaire. Donc, c'est important de rappeler tout ça. De rappeler quoi? Dans le fond, que ces contrôles, ils sont, même s'ils sont
un peu neuf dans notre législation, si j'ai bonne mémoire, loi sécurité et liberté, il me semble, 1981. Ils sont porteurs d'un héritage. Ils sont porteurs d'un héritage, en partie un héritage colonial, en partie un héritage social, un héritage d'organisation du territoire. Et de répartition des richesses dans les agglomérations. C'est absolument fondamental. Il y a une expression en anglais aux États-Unis que j'ai oublié présentement, mais qui dit en fait les policiers contrôlent les présences inattendues. Ils peuvent contrôler évidemment les Noirs, surtout dans les quartiers blancs. Ils vont aussi contrôler les Blancs dans les quartiers noirs. Là-bas, le contrôle a une mission plus exactement plus coloriste de ségrégation. En France, il y a une intrication de la ségrégation et du social et du territorial qui est fondamentale. Deux petits derniers points sur un dernier point quantitatif et un autre point je dirais de philosophie générale du contrôle. Nous disposons d'expériences nationales dans lesquelles on a décidé de ne plus contrôler, et notamment la ville de New York. La ville de New York City, donc 8 millions d'habitants, 8 ou 9, vers 2015-2016, 600 à 700 000 contrôles par an. Ça mène à tout un ensemble de contrôles dans lesquels on trouve évidemment une surreprésentation des populations dites hispaniques et noires. Donc, controverse, discussion, le nouveau maire démocrate, Di Biasio, décide de mettre un terme à cette politique. On est passé à New York de 600 000 à 11 000 contrôles par an. Donc on a divisé le nombre de contrôles par 60. Pendant ce temps, la délinquance enregistrée, le crime, comme on dit là-bas, le crime enregistré par les services de police, il a continué de décliner. Il n'y a pas d'incidence. Il n'y a pas d'incidence. Il n'y a pas de corrélation, le moins du monde, entre l'activité de contrôle d'identité et le niveau du crime. Ce d'autant que les contrôles, on l'a vu dans notre étude, et on l'a vu dans la plupart des études new-yorkaises, c'est assez fascinant, c'est le même taux de réussite. Réussite d'un contrôle, c'est on amène la personne au poste. Faut savoir s'il y a des suites judiciaires, c'est autre chose. 85% n'ont pas de suite. 85% n'ont pas de suite. Puis dernier point, Omer l'a évoqué, il y a toujours une difficulté à faire saisir ce qu'est un contrôle d'identité aux agents qui le pratiquent. Et il n'y a pas de mauvaise foi de leur part. Il peut y en avoir, mais elle n'est pas centrale. Pourquoi? Parce que d'abord, les policiers, je le répète, généralement, ils agissent avec l'autorisation du procureur. D'autre part, ce sont des officiers ou des agents de police judiciaire. Bon, ils ont une habilitation générale. 3, la loi est particulièrement libérale. 4, le Conseil constitutionnel, lorsque la notion de contrôle, quel que soit le comportement de la personne, a été introduite en 1986, si je me souviens bien, le Conseil constitutionnel a dit tant que le contrôle n'est pas discriminatoire, il ne l'a pas exprimé comme ça, le mot était peu en usage à l'époque, la loi est valide. Donc le policier peut dire, écoutez, j'ai une réquisition du procureur, le Conseil constitutionnel dit que j'ai le droit de le faire, qu'est-ce qui peut bien m'empêcher de me livrer à ce geste technique? Parce que le contrôle d'identité, il est enseigné à l'école comme un geste technique. Et comme un geste technique consiste à user de son arme, disposer d'une habilitation pour le ton fin ou ce que vous voulez. Ce que les policiers vivent, en toute sincérité, comme un geste technique, eh bien, les personnes contrôlées ne le vivent pas comme un geste technique, parce que qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande un papier d'identité. Si vous regardez les revendications de la marche pour l'égalité de 1983, que demandent les jeunes qui défilent? Ils demandent une carte
de séjour de 10 ans. Il demande l'accès à la nationalité française. Les lois Pasqua de 1993 ont en quelque sorte sacralisé la nationalité, l'acquisition, la naturalisation, sacralisé ce document. On ne demande pas, comme en Angleterre, aux États-Unis, le permis de conduire. On demande la carte d'identité. Et donc, on n'interroge pas seulement, on ne contrôle pas seulement un jeune parce que sa présence dérange devant le magasin, il y a des gens qui passent, ça dérange les flux, etc. Mais on l'interroge sur sa légitimité à relever de la communauté nationale. Et ça, je pense que c'est un message qu'il faut diffuser, quel que soit d'ailleurs le texte qui est susceptible de ressortir des discussions de cet après-midi, qu'il faut diffuser en école de police, qu'il faut diffuser à tous les étages de police et de gendarmerie, parce que la gendarmerie mobile elle effectue ce type de contrôle aussi. C'est important. Encore une fois, j'insiste, les policiers sont pas de mauvaise foi. Simplement, eux, on leur a appris à l'école que c'est légal, on leur a appris à l'école comment faire, on leur a dit que c'est une technique comme une autre. C'est une technique policière. Mais pour tous les autres, c'est un symbole très fort. La preuve en est, je finis par là, quand on avait fait notre enquête, on avait suivi les personnes qui venaient de se faire contrôler, et lorsqu'elles étaient à l'écart de la vue policière, on leur passait un très bref questionnaire. Et c'était intéressant. Les Blancs qui se faisaient contrôler n'étaient pas particulièrement dérangés par le contrôle qu'ils venaient de vivre. Mais tous les autres, oui. Ça veut bien dire qu'il y a une réception différentielle selon son histoire, selon l'histoire de ses parents, de ses grands-parents. Un rapport particulier, bien sûr, à la nationalité et à ce petit document qu'est la carte d'identité. Voilà 2-3 petites choses que je voulais vous dire. Juste une question à stocker, on en parle d'ici la fin de journée. C'est, puisqu'on parle de faciès, les suites de tout ça avec la reconnaissance faciale. Mais c'est sans doute très périphérique à notre débat. Mais du coup, comment ça s'articule dans une pensée policière, dans une pensée de la sécurité, le lien entre le contrôle d'identité et la reconnaissance faciale, parce que c'est un nouvel espace dans lequel ces questions vont se poser. Ça, c'est pour plus loin. Pour tout de suite, faciès territorial, ça me parle pas. Et puis, je sais pas si tu souhaites qu'on interagisse, mais il y a 3-4 sujets quand même qui sont importants. La dimension systémique, la dimension politique. Est-ce que c'est une injonction à l'institution policière de faire des contrôles? C'est le propos liminaire de notre avocat qui me paraît intéressant. Et puis, quand même, le dernier propos qui invalide un peu ça, ou ce que disait Mamadou Camara tout à l'heure, il y a des policiers qui contestent la bonne foi et la mauvaise foi, parce qu'il y a aussi le dévoiement du contrôle. Donc, entre le systémique, qui est un contrôle généralisé, intentionnellement destiné à contrôler la population sur des bases de pureté, et puis le dévoiement du contrôle, il y a un petit champ de débat. Alors peut-être si on va essayer de pas trop déborder pour pas prendre trop de retard, mais s'il y a 2-3 questions dans la salle, on peut les prendre et puis demander ensuite à nos intervenants peut-être de faire des réponses conclusions comme ça, voilà. Audrey, tu voulais poser une question? Tu avais la main, personne n'a levé la main derrière toi, donc voilà. Bonjour à toutes et à tous, Audrey Nicanel, sénatrice du Nord. Donc d'abord merci à Corinne et à Jérôme de leur initiative. Je suis avec eux, membre de la commission des lois. Et merci surtout à tous ceux qui ont témoigné ici et à l'instant, et ceux qui viendront après. Je trouve que c'est absolument passionnant et éclairant de recontextualiser les choses. Il se trouve, je vais peut-être avoir un regard acerbe de l'avocat, mais il se trouve qu'avant d'avoir été sénatrice, j'ai été députée entre 2012 et 2017 et que est encore assez vif dans ma mémoire le débat de l'époque sur les récépissés d'identité, la promesse du candidat Hollande, les tentatives des députés que nous étions, puisque j'étais relativement proche à l'époque de Razi Hammadi sur cette question-là, récépissé, caméra piéton, enfin voilà. Donc quelques années après, on y est encore, et on est encore, je pense, à essayer de comprendre pourquoi les choses n'avancent pas, et surtout à essayer de faire des propositions
y compris technique, parce que derrière ça, je rebondis sur la question de Jérôme, hein, il y a l'aspect républicain, il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect discriminatoire que moi je conteste en rien, bien au contraire, mais il y a aussi, parce que c'est généralement ça qu'on nous oppose, c'est beaucoup plus facile de nous dire que ça marche pas comme solution plutôt que de nous dire mais non, il n'y a pas de discrimination. Donc il y a aussi les questions techniques. Avant de poser ma question, je voulais juste partager avec vous mon témoignage du matin. Il se trouve que j'ai un fils qui est un tout petit peu plus âgé que l'âge qu'avait Mamadou Camara quand il s'est fait contrôler en 2017. Et donc voilà, j'aime bien partager avec lui ce qu'on fait, c'est essayer d'éveiller aussi sa conscience politique. Donc il est à l'étranger, donc je lui ai envoyé un petit message pour lui dire ce qu'on faisait ce matin. Et pour lui dire que Mamadou à quasiment son âge se faisait et se fait encore, je crois, contrôler 2-3 fois par semaine. Et là, il me dit ce à quoi je ne m'attendais pas. Bah ouais, moi aussi, je me suis déjà fait contrôler. Et il ne m'en a jamais parlé. Alors c'est mon fils, il me ressemble, hein, pour faire simple. Il m'en avait jamais parlé. Et je lui dis ah bon, mais tu t'es fait contrôler, mais quand ça, combien? Il me dit oh bah au moins 5 fois. Bon, mais où et quand? Bon, par les policiers à la sortie du métro. Et donc je continue, je dis et tu t'es fait palper aussi? Et là il me dit non, moi je me suis fait que contrôler, mais les copains un peu rebeux ils se faisaient toujours palper. Voilà. Je pense que ça résume. Ceci dit, je vais pas vous raconter tous mes échanges avec lui, mais il en est à trouver ça normal, normal, parce que je lui dis mais comment ça se fait que tu nous en aies pas parlé? Et là il me dit c'est normal, non? Enfin ça arrive tout le temps, je vais pas vous raconter tous les soirs qu'avec les copains on vient de se faire contrôler et que les plus rebeux d'entre nous se sont fait en plus palper, voilà. Donc c'est vraiment, enfin bon. Tout ça pour en venir à ma question, j'aimerais bien qu'on creuse quand même ce que vous disiez sur le fait que vous êtes contrôlé, ce qui est pour le coup par le cas de mon fils, contrôlé par des policiers qui vous connaissent. Voilà. Donc, parce que là, moi, je comprends plus, en fait. Alors, c'est quoi la motivation? Parce que c'est quand même ça le vrai sujet. C'est les chiffres ou c'est le racisme? Enfin, je le dis de manière assez simple, hein, mais je vois pas d'autre explication. C'est les chiffres ou c'est le racisme? Parce que la réponse est quand même pas tout à fait, enfin, la réponse technique est celle que Corinne propose, mais la réponse politique de notre part, ou le portage politique est pas le même en fonction de la réponse à cette question. Et moi, je reconnais que pourtant, vous voyez, ça fait quelques années que je m'intéresse à la question, que je découvre le fait que ces contrôles soient massifs de la part de gens qui, en fait, vous appellent par votre prénom, non pas parce qu'ils vous ont contrôlé 3 fois, mais parce qu'ils vous connaissent, quoi, voilà. Et donc, qu'est-ce qui les motive? Merci beaucoup, Colombe Brossel, donc sénatrice de Paris. Pardon, je suis arrivée un petit peu en retard, donc je n'ai pas pu entendre tout le monde. Je voulais rebondir sur les propos de Fabien Jobard, et puis d'ailleurs, plusieurs d'entre vous avaient évoqué, et Audrey aussi, la question des récépissés. C'est une question qui est un peu une poursuite par rapport au sujet de la table ronde stricto sensu, mais moi j'entends ce que vous dites sur on est dans un geste qui est enseigné comme un geste technique dans les lieux de formation de professionnels de la sécurité, et donc il faut arriver à et par ailleurs sur réquisition de l'autorité judiciaire. Ok. Mais j'ai le sentiment, mais ça n'est qu'un sentiment, moi je suis pas chercheuse en la matière, que aujourd'hui en 2025, on a par ailleurs plus d'espace de dialogue et d'échange avec les organisations syndicales de la police nationale. Je suis désolée, moi je suis hyper forte en police nationale, mais pas du tout en gendarmerie. Mais à chacun son territoire. Il y a plus aucun espace de dialogue sur ce sujet-là. Et est-ce que du coup, dans un moment j'essaie de trouver des mots qui soient les plus policés possibles, mais dans un moment de raidissement
quand même extrêmement fort des prises de position et publiques et privées de ceux qui portent la parole des policiers. Comment on fait pour construire une nouvelle doctrine, un nouvel enseignement qui, au-delà des sujets législatifs, ils sont majeurs et peut-être que ça ne sera pas voté aujourd'hui, mais au moins ça aura le mérite d'exister, de montrer que c'est possible. Mais comment on fait pour avancer là-dessus dans un contexte que moi je perçois comme en temps un contexte de non-communication là-dessus. Et je termine par un codicine, alors que, et c'est là tout le paradoxe de la situation, alors que, et Omer le décrivait très bien, alors que sur le terrain, comme on dit, le dialogue, il peut exister. Et la coopération, elle peut exister. Et le partage d'informations, de sentiments, de perceptions, il peut exister et produire, pour le coup, je suis une grande optimiste, hein, et produire du coup de la politique publique qui soit adaptée. Mais voilà, du coup, comment on fait aujourd'hui en 2025 sur un sujet sur lequel j'ai quand même le sentiment que la possibilité même d'un dialogue est absolument dégradée. Merci. On va prendre une dernière question de Yann Chantrel, puis on va vous laisser répondre. Merci. Oui, Yann Chantrel, je suis sénateur des Français établis hors de France. Merci à Corinne et Jérôme, bien évidemment, pour ce colloque très utile. C'est un sujet important, effectivement, parce que c'est le vivre ensemble dont il est question, notamment. Et pour qu'une police soit respectable, il faut qu'elle soit irréprochable. Et moi, j'ai vécu une grande partie de mon enfance en banlieue parisienne. Je suis né en Seine-Saint-Denis, d'ailleurs. Et j'étais vraiment scandalisé par ce que je voyais au quotidien. Je le subissais pas moi personnellement, mais mes amis le subissaient. Ces contrôles aléatoires, donc ça date de très longtemps. Et c'était totalement révoltant. Et de voir qu'à l'heure actuelle, ça a pu même augmenter. Il y en a toujours. J'ai même eu le cas et là ça m'a encore plus heurté. C'est un parlementaire actuellement, français bien sûr, mais d'origine tunisienne, qui m'a dit lors de mes études à Sciences Po, j'ai calculé au cours de l'année, je me suis fait contrôler 300 fois. J'ai calculé, je ne faisais rien, hein, 300 fois, avec des humiliations, son sac renversé, où on le mettait par terre. Enfin, il y a tous ces actes-là aussi qui peuvent être, alors qu'ils ne provoquaient pas ou autre. Qu'il n'ait pas gardé de rage et de haine à l'heure actuelle par rapport à tout ce qu'il a subi, je trouve que c'est une performance assez admirable, je dirais, parce que n'importe qui, je pense, serait enragé quand il subit quotidiennement ce genre d'acte délictueux. Étant sénateur des Français établis hors de France, et ayant en plus vécu après tout ça hors de France, j'ai vécu au Canada. Aucun pays n'est parfait, mais pour le coup, en la matière, ils ont une politique très différente. J'étais un ressortissant étranger, je me suis jamais fait contrôler dans la rue. Je constatais des personnes racisées qui ne se faisaient pas contrôler non plus et qui étaient étrangères et françaises, et d'ailleurs me disaient souvent je me suis jamais autant senti français que depuis que je ne suis plus en France et que je suis au Canada, parce que dans le regard des autres je perçois que je suis français. Et en fait, ça montre que c'est possible de régler ces problèmes, tout simplement parce qu'au Canada, si vous vous faites contrôler et que ça n'est pas motivé par le policier, je peux vous dire qu'il va prendre cher, que vous allez porter plainte et qu'il va il va passer un très mauvais moment. Donc en fait, moi, c'était un peu ça le cadre de mon questionnement. D'ailleurs, dans certains pays, les cartes d'identité, ça n'existe pas. Hein. Il n'y a pas des cartes d'identité nationale, et je pense que ça dit beaucoup aussi de notre héritage politique. Il faudra regarder aussi un moment où cette carte d'identité nationale est apparue, ça pourrait être intéressant, mais ça en dit beaucoup aussi sur le fait de vouloir vérifier l'identité même des personnes. On justifie, entre guillemets, de son identité vers d'autres pièces, en tout cas justificatives, et je pense que ça même, c'est un problème également. Et de voir aussi au niveau international s'il y a des bonnes pratiques, justement, qui pourraient également nous inspirer, pour mettre fin également à cette problématique. Merci. Alors, je ne sais pas dans quel ordre on vous propose de répondre, de conclure et d'essayer de faire. Ouais, désolé de faire concis parce que. Je vais faire assez court. Non, parce que la question sur le gamin blanc qui se fait contrôler, c'est une question fascinante parce que on a
Voilà. Alors, c'est effectivement quelque chose qui nous avait beaucoup interpellés quand on a commencé à aller dans les quartiers et qu'on a élaboré le contentieux sur les contrôles aux faciès. Il y avait quelques blancs qui étaient contrôlés. Et alors, ce qui est assez blessant, c'est un acte technique, hein, le contrôle, mais c'est accompagné, quand il s'agit du blanc, effectivement, en général, il y a ce qu'on appelle une discrimination par association. Il est à côté de gens qui ne sont pas légitimes ou qui sont suspicieux. Et donc, l'expression, par exemple, dans banlieue parisienne, c'était « mais arrête de faire le musulman ». Je vais vous donner un florilège. Il y avait aussi, alors ça c'est la sociologie américaine, mais sous le contrôle de Fabien, il y a cette figure du white nigger. C'est-à-dire, il est, et je pense qu'on n'est pas très loin de l'origine, la race entre guillemets, et l'accoutrement dont tu parlais. Ouais, bon, tant mieux. Ouais. Non, mais voilà, une casquette NBA, un short des Golden State Warriors ou un t-shirt du PSG, ça peut dire quelque chose de l'origine. Et puis juste, et aussi on voyait que le traitement n'était pas le même. Il n'y avait pas de palpation, il n'y avait pas de contrôle fouillé. Voilà. Donc ça, c'était une grande différence. Moi, un truc qui m'a, dans le dossier du 12e, on l'a pas verbalisé dans une plainte, mais ce qui était hallucinant sur les instructions orales, c'est que les policiers venaient contrôler à la sortie de la mosquée à la fin du Ramadan. C'est-à-dire, vous imaginez l'état dans lequel vous êtes, mais on venait contrôler, et au centre de Paris. Deuxième point, en réalité, pour moi, on parle de culture policière, mais on parle de plus que de culture policière, on parle de culture, notre culture à nous. Et notre culture à nous, l'un des éléments qu'on a eu et de différents qu'on a avec le Parti socialiste, l'expression du Parti socialiste sur le récépissé de contrôle, c'est un problème culturel. C'est le problème, tu as fait référence, de l'héritage colonial. Alors il n'y a pas une particularité du racisme en France, mais il y a une particularité du déni. On parle du Canada, on va parler des États-Unis, de l'Allemagne. Il y a des pays dans lesquels le passé, on le travaille. Et donc pour moi, il est évident qu'on ne s'est pas mis sur le divan et que, oui, regardez les débats sur l'islamophobie. Ça paraît fou, surtout quand on parle. Moi, je parle beaucoup avec mes collègues, mes confrères étrangers, puisqu'on s'échange des stratégies. C'est une moquerie. Le français et la discrimination, c'est incompatible. Voilà, il n'y a pas de discrimination en France. Et voilà, je voulais juste élargir, et j'ai terminé, parce que je sais que c'est aussi des enjeux qu'on peut avoir. Pour moi, le contrôle d'identité à la française, donc le contrôle au faciès, c'est l'équivalent du voile pour les femmes. Je suis avocat, je suis assez surpris de voir comment on va juridiquement tout faire pour interdire l'autonomie, la capacité de travail, la capacité d'être autonome. Et j'ai l'impression qu'en France, on veut tout faire pour que les femmes musulmanes rentrent chez elles. Ce qui est quand même, voilà, je voulais vous dire pour appuyer sur le fait que pour moi c'est un problème culturel. On est sur une problématique avec un outil qui est dangereux, puisqu'il s'agit de l'intégrité physique, mais ça touche aussi les libertés de travail et pour d'autres personnes. Et pour moi, je tiens à le dire, parce que je sais qu'on peut ne pas être d'accord sur ce thème-là, on a toujours de bonnes raisons d'interdire, de discriminer, enfin pas de discriminer, ça a été la religion, le sang, la race, la pureté. On peut aussi discriminer grâce à des super outils qu'on appelle la laïcité ou les droits de la femme. Voilà, il faut faire très attention. Le contrôle d'identité, le voile et tout outil permettant de limiter les libertés, les droits et l'autonomie des individus. Et j'en ai terminé. Merci. On ne parlera pas ici de l'obsession algérienne du ministère de l'Intérieur. Je vous propose peut-être de dire... Alors, moi, je voulais juste revenir sur quelque chose qui a été dit par plusieurs intervenants, et notamment par l'expérience de Mamadou, juste pour indiquer le fait... à quel point le contrôle d'identité vise des enfants très jeunes. C'est le sujet du rapport que Human Rights Watch avait publié il y a quelques années et qui a donné naissance un peu à tout le travail qu'on essaye de faire pour l'encadrement des contrôles d'identité sur les enfants. Et c'est vraiment une pratique. On a beaucoup d'enfants qui nous ont raconté dans notre enquête
Donc quand je parle d'enfants, c'est vraiment des enfants de 11-12 ans. Donc c'est vraiment des jeunes collégiens, c'est des gamins qui nous expliquent en fait à quel point les contrôles d'identité ont été traumatisants. Vous l'avez tous dit, en fait, c'est des contrôles d'identité qui sont peut-être un geste technique, mais qui s'accompagnent de manière routinière de palpations, parfois des palpations très intrusives sur les parties génitales. Et ces enfants-là nous décrivent à quel point ils ont été traumatisés et humiliés par ces contrôles, et à quel point en fait ça a dégradé leur vision des institutions républicaines. Il y a certains enfants qui nous ont raconté que les contrôles d'identité abusifs comme ceux-là, accompagnés de palpations, parfois d'insultes racistes, ça a été leur premier contact avec les forces de police et parfois leur premier contact avec les institutions françaises en dehors de l'école. Donc c'est vraiment pour élargir le débat, pour dire à la fois il y a un énorme problème avec l'État français qui laisse perdurer une violation, donc on revient bien au droit national et international, une violation généralisée sur son territoire national sans engager les mesures pour mettre fin à ce manquement. Mais c'est aussi un sujet qui est très important dans la question des relations, comme s'appelle votre proposition de loi, sur les relations, la qualité des relations entre police et population, et surtout entre police et une certaine partie de jeunes racisés, et à quel point ça empoisonne ces relations et ces interactions, et ça débouche sur des tensions, des exacerbations et des incidents, et parfois jusqu'à la mort de personnes contrôlées. Donc voilà, remettre aussi le fait qu'on est sur un sujet juridique de violation très grave, et également de détérioration ou d'aspects très préjudiciables sur les relations police-population. Oui, tenter de dire, répondre à 2-3 trucs, mais sur une décision politique, une volonté politique peut tenter déjà de contribuer à faire avancer les choses, autant au point de vue des mentalités que des comportements même des policiers. Et je prends là, si on prend l'exemple du récépissé, bien que nous, en tout cas, pensons que le récépissé n'est pas le Graal, il faut accompagner le récépissé avec un certain nombre de mesures, bien évidemment. Mais en termes de dignité, ça a un intérêt extrêmement important pour nous. Vous garez mal votre voiture à Paris, vous avez une trace écrite. On vous surprend en train de pas ramasser la crotte de votre chien, vous avez une trace écrite. Vous rentrez, vous faites le malheur de demander la raison d'un contrôle. Ça vous vaut une garde à vue. Vous allez en garde à vue. Vous pouvez passer des heures dans un commissariat. On vous dit dégage à la fin. Si vous avez eu le malheur de vous faire arrêter entre la pause déjeuner, vous n'avez aucun élément, aucun document pour prouver à votre employeur que vous n'êtes pas allé boire un coup avec un poteau. Vous voyez, des petites choses comme ça. Mais ça nécessite pas de mobiliser l'Assemblée nationale. Ça pourrait être juste une directive. Ça pouvait être ça. Ça, on l'a pas et on l'a pas eu non plus. Après, la question, évidemment qu'on doit avoir pour le coup une vision très systémique de la problématique. Et il faudrait peut-être pas qu'on tombe dans nos travers français d'essayer de trouver une solution idéale pour régler un problème complexe. Et là, il faut qu'on se donne les moyens. La question, oui, il y a la question de la politique du chiffre qui font que moi, j'interagis avec des policiers dont je peux témoigner qu'ils n'ont aucun comportement raciste. Mais à partir du moment où votre chef vous donne des objectifs et que vous devez atteindre vos objectifs, évidemment, quand ils partent en ronde, ils vont aller voir le premier arabe ou le premier noir qui croise, parce qu'il y a la possibilité d'avoir un sans-pape, ou la possibilité, effectivement, quand on est toujours dans les représentations, il doit avoir un peu de shit sur lui, hein. Il doit forcément avoir quelque chose à lui reprocher, ou il est déjà connu défavorablement des services. Aujourd'hui, vous cumulez les amendes des AFD, vous êtes connu des services. Hein. Vous voyez un peu le système. Et donc, on est pris un peu là-dedans. Et je crois, oui, qu'il y a la possibilité d'expérimenter un certain nombre de choses et d'arriver à en sortir. Mais c'est peut-être, pour finir là-dessus, c'est peut-être justement des règles, des lois qui permettra que, au fur et à mesure où nous allons tous effectivement modifier nos représentations, modifier nos perceptions et peut-être sortir de ça.
mais en tout état de cause aujourd'hui, notre ressenti, en plus le climat est vraiment dégueulasse aujourd'hui, hein. On va se dire les choses très clairement, on n'a jamais vu autant de racisme, vraiment, hein, on s'en prend plein la gueule aujourd'hui, on se fait traiter de sale nègre au supermarché, c'est comme ça, et de façon générale, et on entend aussi des personnes dans des positions qui disent des choses qui sont juste pas normales, quoi, et qui sont pas tolérables, mais ça passe comme une lettre à la poste. Donc on est sur quelque chose d'assez complexe. Donc oui, j'invite à ce que on se mette tous autour de la table et qu'on tente de trouver. On peut pas laisser ça à nos enfants de toutes les manières. Parce qu'aujourd'hui, et pour finir là-dessus, quand on éduque nos gamins, on doit les emmener à accepter l'autorité, le consentement à l'autorité. On doit les aider à avoir la capacité de dire oui ou non. Parce qu'on peut avoir un poteau qui te propose de faire un truc, tu dis non, non, là, j'y vais pas y aller. Mais en même temps, et on doit aussi faire en sorte qu'ils se sentent pleinement dans cette communauté que nous sommes et de renforcer leur sentiment d'appartenance. Mais ouais, mais la première chose que je dis à mon gamin, si tu te fais contrôler, tu fermes ta gueule. Si tu te fais traiter de face de pneu, si tu te fais traiter de macaque, tu la fermes. Tu prends des baffes, tu la fermes. Donc, on inscrit nos mômes dans une espèce d'injonction paradoxale qui fait que, à un moment donné, et on leur reproche systématiquement d'être la problématique de l'insécurité des uns et des autres, et on ne prend jamais en compte notre propre insécurité, et celle de nos enfants, en face par ailleurs de ceux qui sont censés les protéger, donc les fonctionnaires de police. Merci beaucoup, Fabien Jobard, je vous laisse le mot de la fin. Ben, ouais, c'est un grand honneur, mais la journée n'est pas finie, donc c'est le mot de la fin provisoire. Je dois juste rappeler que, si ma mémoire est bonne, la carte d'identité a été introduite en France en 1913, et en fait, c'est une extension du régime de la surveillance des nomades. Et donc, l'enjeu, c'est bien d'appréhender des populations qui sont vues comme en situation d'oisiveté dans l'espace public, qui sont vus comme n'ayant pas vraiment d'attache. Ils habitent chez l'un chez l'autre, ils vont chez l'un chez l'autre, ils empruntent la voiture de l'un et de l'autre. Ça, c'est vraiment, et surtout, bien sûr, ils viennent de territoires pauvres et ils vont dans des territoires riches. C'est pour ça que je lis la question de l'apparence à la question du territoire. Et puis deux choses. Pourquoi contrôler ce qu'on connaît? Pour leur rappeler qu'on les connaît et que précisément ils relèvent d'une population particulière qui est la clientèle policière. Ça peut prendre cette forme radicale que Sébastien Rocher a examiné dans un ouvrage récent, rapport des jeunes à la police et à l'école, où le premier agent public interlocuteur d'un gamin, c'est un policier. Ce sera jamais le premier parce que il y aura les enseignants en maternelle, en école primaire. Mais le rapport à l'État en France, chez cette population de surcontrôlés, est un rapport qui passe très très fortement par la police. Ça, c'est très important en termes de socialisation politique. Mais pourquoi contrôler ceux qu'on ne connaît pas? Par exemple, les CRS ou les gendarmes mobiles qui sont envoyés en sécurisation dans des lieux très fréquentés et qui voudraient qu'un groupe de jeunes bouge enfin du lieu là où ils sont assemblés depuis une demi-heure, ça gêne, ça fait du bruit, ils passent par le contrôle. Parce qu'effectivement, l'usage du dialogue, c'est perdu. L'usage des dialogues, c'est perdu aussi parce que le contrôle, c'est quand même très pratique. On entre dans le cadre d'une procédure, donc on n'a rien à nous dire. Puisqu'on respecte une procédure. Alors, encore une fois, cette procédure a été validée par le législateur, le Conseil constitutionnel, le procureur, puisqu'on agit dans le cadre d'une réquisition généralement, et puis quoi, on est au PJ, on nous l'a enseigné à l'école. Mais le sens du dialogue, qui consiste effectivement à passer par dialogue, c'est une mise à l'égalité. Je suis policier et je vous explique pourquoi je vais vous demander de bien vouloir bouger. Ça, alors effectivement, si je l'explique comme ça à un policier, il va me rire au nez. Il dit, tiens, vas-y toi.
C'est la réponse généralement que j'ai dans cette intervention. Mais et donc, c'est aussi un effet de la juridicisation de nos sociétés, hein, du fait qu'on s'enferme dans des rôles, et donc il faut enseigner paradoxalement. Hein, je dirais qu'il faut enseigner d'une certaine manière moins de droits aux policiers. Voilà, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais c'est un mot, en tout cas, un peu paradoxal. Merci beaucoup. Merci à vous tous.